Tac. Voilà, on est en direct. Donc, bonsoir Jean-Dominique Michel, bonsoir Ludovic Ringuez et bonsoir Dr Louis Fouché. On est ici réunis sur, on va dire, lors d'un débat qui est organisé. Alors, je suis désolé. Voilà. Et donc, on est ici pour parler donc de la censure qu'on a vécue. Nous avons le plaisir d'avoir Ludovic qui est avocat et qui va nous donner en premier lieu une définition, on va dire, de la censure et le cadre juridique. Et après, on parlera des expériences qu'on a eues chacun à titre personnel ou à titre professionnel. C'est un peu l'objet de ce débat. Donc, on sait que nombreux auditeurs se sont posés des questions sur la censure que Réinfo Covid a pu avoir ou que Jean-Dominique Michel a pu avoir ou que nous avons eu récemment sur YouTube. Et ça sera important de partager ces expériences et qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner. Donc, peut-être, Ludovic, si tu pouvais nous donner un cadre juridique de manière à ce qu'on puisse s'y tenir. Oui, oui, donc bonsoir. Donc oui, si je dois donner une définition simple en quelques mots de la censure, je dirais que déjà dans un premier temps, je voudrais vous parler en deux mots de la liberté d'expression, qui est quand même quelque chose qui est dévolu à tout citoyen et qui est consacré donc par les articles 10 et 11 de la Constitution de 58. Donc cette liberté d'expression, elle a une valeur constitutionnelle. Elle ne se définit pas uniquement par une liberté de parole, elle peut aussi trouver sa source dans un comportement qu'on peut adopter pour exprimer une opinion, voire une désapprobation par rapport à des faits de société qui peuvent être bien précis. Et au niveau de la censure, si vous voulez, on peut la déterminer comme une ingérence disproportionnée dans l'exercice de cette liberté d'expression. Étant ici précisé que légalement, là, de toute façon, cette liberté, elle est assortie de certaines limites qui sont au nombre de 3. Vous avez la diffamation, vous avez l'injure et vous avez la provocation publique à la haine. Et quand on parle de provocation publique à la haine, généralement, on parle de racisme, d'apologie du terrorisme ou d'antisémitisme. Donc, voilà, encore une fois, si je devais la résumer en une phrase, c'est un manque à gagner intellectuel par rapport à une ingérence. Ça peut être une ingérence de l'État, ça peut être une ingérence de la presse, ça peut être une ingérence, comme on le voit souvent en ce moment, des GAFAM. Donc, voilà, donc c'est une ingérence disproportionnée, c'est-à-dire que quand on dit disproportionnée, c'est-à-dire que on ne se retrouve pas dans les différentes limites de la liberté d'expression. Voilà. Après, et ça peut effectivement donner lieu à des interprétations forcément à géométrie variable de ceux et celles qui se livrent à cette censure qu'on observe actuellement à tous les niveaux de la société pour ceux qui ne sont pas en accord avec les vérités officielles qu'on essaye de nous inculquer. Voilà pour l'introduction. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, peut-être que pour aller dans le vif du sujet, un de vous deux, Louis ou Jean-Dominique, vous parliez de votre expérience en premier, puisque je sais qu'on en a beaucoup parlé. Jean-Dominique, tu as été, on va dire, banni de LinkedIn, je crois, et de certains autres réseaux. Et toi, Louis, dernièrement avec Réinfo Covid,
Il y a eu quelques vidéos qui ont disparu. Louis, tu veux commencer en expliquant un peu comment, comment les adhérents de Réinfo Covid, comment ils le perçoivent déjà, y compris toi-même, à titre personnel? En fait, la plupart des gens ne le perçoivent pas. Simplement, on est presque comme dans 1984, dans la réécriture de la vérité par le ministère de la Vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que ça fait partie des grandes lectures de notre temps. 1984 et le meilleur des mondes. Faire exploser les ventes Amazon, hein. Allez-y, ou dans votre librairie préférée. Il y a un ministère de la Vérité qui réécrit en permanence l'histoire, qui passe son temps à remodifier les choses pour que ça corresponde à la vérité officielle. Donc là, on n'est ni plus ni moins que dans le ministère de la vérité. Puis quand il y a quelqu'un qui gêne vraiment, qui essaye de dire autre chose que cette vérité-là, il est vaporisé. Vaporisé dans le livre. Quelque chose d'extrêmement inquiétant. Là, j'en souris, mais dans le livre, vous n'existez plus en fait. Votre vie est gommée, vous n'avez plus de passé, vous n'avez plus d'avenir, vos enfants ne savent même plus que vous avez existé, vous êtes vaporisé. Et aujourd'hui, la plupart des opposants à la doxa officielle, à l'opinion officielle, en fait, on cherche à les vaporiser ni plus ni moins. Donc, c'est facile de vaporiser quelqu'un qui est tout seul. Par contre, vaporiser un groupe, vaporiser une idée réticulaire qui s'infiltre partout dans le net, ça, c'est impossible. Et donc, pour moi, l'idée de la censure, là, vous voyez, je le prends avec le sourire, je suis quelqu'un d'assez joyeux naturellement, et puis j'aime bien l'humour, et je pense qu'on est dans un aïkido, en fait, avec les gens qui posent, et ça nous montre qui est en face de nous, qui est le bourreau. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas qui est le bourreau pour le moment. Et si vous vous souvenez de la marche des Salines de Gandhi, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent et ils se font taper dessus par l'armée anglaise, devant les caméras, devant tout le monde. Ils se font taper dessus et on voit où est la violence. Finalement, moi, je trouve ça assez sain, là, ce qui est en train de se passer, si on arrive à le montrer, si on arrive à le donner à voir. C'est ce qu'on fait ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé pour Réinfo Covid? On a eu 3 vidéos censurées sur la première chaîne YouTube et les adhérents, tous les gens qui écoutent doivent savoir que vous n'avez pas de motif, hein, vous recevez juste une notification, votre vidéo a disparu, vous ne savez même pas pourquoi. Vous avez le droit de faire une sorte d'appel, mais ça n'aboutit jamais, ça aboutit à rien. Et puis la deuxième fois, vous n'avez plus le droit de publier sur YouTube pendant 15 jours, je crois, ou 10 jours. Puis la deuxième fois pendant 3 semaines. Et puis la quatrième fois, c'est terminé, vous n'avez plus de chaîne YouTube, 300 000 abonnés, 60 000 abonnés ou 5 abonnés, c'est pareil. Vous êtes vaporisé. Donc, sur notre première chaîne YouTube, on était à 3 censures sur des vidéos qui parlaient de ni pour ni contre le masque. Hein, je rappelle juste. Hein. Donc, en plus, on avait une position très modérée, on n'avait pas des dangereux anarchistes. Hein. Les autres étaient du même acabit. Et on s'est dit, avant d'être vaporisé, on va créer une nouvelle chaîne. Donc, on a maintenant 2 chaînes, Réinfo Covid 2020 et Réinfo Covid 2021, sur lequel on a déjà eu une censure au bout de 4 heures après une vidéo. C'est notre record pour le moment. On est assez fiers, en fait, à vrai dire, même pour rien vous cacher. Puis comme on avait senti venir le coup, en fait, on avait déjà préparé que cette vidéo, même si elle dure 4 heures, en fait, elle soit envoyée partout, quoi, dans tous les coins de l'Internet. Et donc, elle circule encore sur plein d'endroits de l'Internet. C'est plus dans nos mains, en fait, on l'a donnée en cadeau et puis les gens s'en sont emparés. Et puis, on s'est dit d'emblée, mais ça, on en parlera dans les solutions, que peut-être qu'il y avait des alternatives, mais j'y viendrai après. On a autre chose, c'est qu'on a un réseau de communication qui s'appelle Discord. C'est un très vilain mot, hein, pour ce qu'on cherche à faire. Donc peut-être ça trahit quelque chose. Mais qui est aussi dans la main des GAFAM. Et ce Discord, il y avait 3500 personnes qui contribuaient ensemble, qui essayaient de se coordonner, et puis y compris des collectifs locaux. Donc on a le Discord principal qui réunissait 3500 personnes, le Discord des collectifs locaux, qui cherchait à mettre en lien les collectifs locaux et les individus qui étaient perdus, qui cherchaient des collectifs de parents, des collectifs d'enseignants, etc., qui a été détruit aussi, en fait. Et puis, on a le Discord principal, il vient d'être détruit, là, il y a une demi-heure, 1 heure, en fait, encore une 4e fois. Donc, on en est à 4 fois où le Discord est détruit et on reçoit, à chaque fois que le modérateur reçoit juste un petit mail disant « Vous avez contrevenu aux règles de la communauté ». Pas simple, hein, de savoir ce que c'est que contrevenir aux règles de la communauté. On pourra en reparler parce que ces règles sont en permanence évolutives. Vous savez qu'à chaque fois que vous cliquez sur je suis d'accord avec les règles de la communauté sans jamais les regarder parce que ça fait des pages et des pages, c'est qu'elles ont été changées, donc elles passent leur temps à changer. Vous avez donc quelqu'un qui passe son temps à changer les règles du jeu plus vite que ce que vous pouvez comprendre. C'est ce qu'on appelle un phénomène disruptif. On a eu des posts censurés sur Twitter, sur Facebook. Il y a des comptes qui ont été fermés. Et puis, on a autre chose que la censure. C'est un mécanisme peut-être un peu pernicieux dans la réécriture de la vérité, qui est la création de comptes YouTube, Facebook, qui ne sont pas de notre fait,
mais qui usurpent notre identité. Donc là, moi, il y a un compte Facebook, Dr Louis Fouché, backup intégral. Puis au début, on se dit, bon, ça, ok, ils mettent tout. Pourquoi pas? En fait, c'est peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Et puis on se rend compte que petit à petit, derrière la tête de Louis Fouché en photo apparaît Great Reset of Klaus Schwab. Et puis dans les liens, il y a des trucs Take the Red Pill ou des trucs comme ça, des trucs beaucoup plus complotistes, on va dire, que le contenu. Après, je ne juge pas ces contenus. Je pense que ça peut être intéressant d'aller les voir, mais en tout cas, c'est pas notre discours. Et donc petit à petit, et puis s'intercalent des vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur, des vidéos de je sais pas qui, alors que non, c'est pas la ligne de la chaîne Réinfo Covid ni la ligne du docteur Fouché. Donc, on est dans de l'usurpation d'identité, simplement. Et vous vous rendez compte que non seulement on vous vaporise, mais on vous remplace par quelqu'un d'autre. C'est incroyable. C'est-à-dire que petit à petit, vous dites, mais je suis bien moi, j'existe encore, quoi. Et ça, bon, je le prends avec le sourire, hein, mais waouh, il y a un truc qui n'est pas net, quoi. Je suis certain qu'on en reparlera de ça. Ça commence bien, mais ça finit mal en général. C'est-à-dire que les contenus deviennent de plus en plus aberrants. Et on a déjà eu le cas sur Facebook où le compte de Réinfo Covid de l'autre, on a essayé de le contacter, pas de réponse. Pareil là, pour le docteur Louis Fouché, on a essayé de le contacter, pas de réponse. Mais bon, et petit à petit, ça dérape. Et là maintenant, il y en a un qui est devenu sur Facebook Fouché rectal, avec que des injures. Le truc incroyable. Alors moi, je suis carabin, hein, j'aime bien l'humour un peu truculent, donc je trouve ça presque drôle en fait. Mais voilà. Donc ça, c'est un autre mécanisme sur ces mêmes GAFAM. Puis après, il y a d'autres choses. C'est la réécriture de la vérité par une espèce d'inquisition en fait, qui est la secte des zététiciens et des fact-checkers. Je pense qu'il faut aussi. Pour moi, c'est une secte, hein, ni plus ni moins. Donc c'est pareil. Ils tournent les mots, ils passent leur temps à tourner les mots. Et puis vous avez en fait des articles de calomnie ou fallacieux qui sont écrits. Bon, voilà ce qu'on a vécu pour le moment. Peut-être j'en oublie, peut-être qu'il y en aura d'autres. Ça, c'est juste les faits. Je passe la parole à Jean-Dominique qui passe. Je n'invite à pas forcément commenter, mais pour le moment à faire le rectificatif. Donc moi, je n'ai pas Twitter, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Instagram, je n'ai aucun compte à moi, je n'ai d'ailleurs pas de téléphone intelligent. Donc je ne souhaite pas y être. Donc, il y a juste ce qui a marqué sur le site. Inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez retrouver où est-ce qu'on existe si jamais on disparaît d'un coup, sur le site de www.infocovid.fr. Et puis, les réseaux sociaux, ils sont marqués en haut et il n'y a que cela. Après, les autres font ce qu'ils veulent. Et Jean-Dominique, tu veux partager avec nous ton expérience puisqu'on t'a beaucoup vu toi aussi et sur les réseaux sociaux et avec certaines de tes vidéos? Oui, très volontiers. Merci Louis pour le partage de cette expérience. Moi, je n'ai pas encore eu droit au Jean-Dominique Rectal, mais du coup, je m'attends à tout. Et je te félicite de ta manière de prendre des choses avec humour, parce que c'est vraiment la meilleure protection. C'est tellement affligeant, tellement choquant, tellement terrifiant à certains égards que heureusement qu'on a la ressource déjà de notre curiosité. C'est des phénomènes intéressants, de se demander comment ça marche, et puis d'avoir cette distance critique qui fait du bien. Moi, si tu veux, la censure que j'ai subie, je l'ai vécue à deux niveaux. La première, en fait, est venue par les canaux officiels. Elle a consisté d'emblée à une tentative de salir ma réputation en me présentant comme quelqu'un qui n'est pas compétent et crédible. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a peu d'anthropologues de la santé en Suisse romande. J'ai été invité, je crois, 150 fois dans les médias locaux au cours des 20 années précédentes pour parler de toutes sortes de sujets de société. Ma spécialité, c'est la santé. Depuis le début de cette histoire, je me suis tourné vers les meilleures sources d'information, donc Ioannidis à Stanford, Gupta et ses collègues à Oxford, Giesecke et d'autres en Suède. Et puis ce que j'entendais venant des meilleurs était tellement différent du narratif officiel que je me suis dit, ça fait partie de mon boulot de présenter cette différence, sachant que la science est toujours constituée de débats contradictoires et que quel que soit le sujet de recherche, à quelques exceptions près, vous allez avoir des données contradictoires. Mais qu'il faut s'orienter là-dedans avec deux critères. Le premier, c'est de pouvoir restituer ce qui se dit de part et d'autre. Or, les médias n'ont fait que donner un unique son de cloche sur un ensemble de phénomènes en occultant tout ce qui pouvait soutenir une hypothèse différente. Et puis, le deuxième élément, c'est que dans ce qui est produit, il y a des choses qui sont intègres et honnêtes, mais il y a aussi une masse de choses malhonnêtes ou frauduleuses. C'est un énorme problème dans la production scientifique aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'à peu près la moitié de ce qui sort, voire plus, est faux. Et dans cette moitié qui est faux, une grande partie est fausse à dessein. C'est pour induire les gens en erreur. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas voyant, mais j'avais annoncé la campagne de presse contre l'hydroxychloroquine à peu près 15 jours avant qu'elle démarre, en disant, étant donné ce que je connais du domaine, vous allez voir qu'il va y avoir des fake news qui vont être balancées dans la littérature scientifique pour prétendre que l'hydroxychloroquine ne marche pas et est dangereuse, et on a eu droit à la totale. Donc moi, j'ai commencé assez vite à me profiler là-dedans, et donc j'ai pu observer, alors en plus dans mon biotope suisse romand, qui est un peu particulier, la presse française, gentiment, s'est intéressée à mon travail, et notamment aux livres que j'ai écrits, et la presse suisse romande, qui me connaît sous toutes mes coutures, et qui m'a invité à d'innombrables reprises, tout d'un coup a commencé à dire « mais ce monsieur n'est pas recommandable, et en fait, on n'aurait pas dû déjà l'inviter dans le passé ». Et ça, je veux dire, moi, j'ai quand même eu en Suisse une émission de radio où 3 rédacteurs en chef qui sont mis en mon absence pour casser du sucre sur ma réputation, et un rédacteur en chef du principal quotidien roman, qui est un peu l'équivalent local du Monde, qui a menti au sujet d'un échange qu'on avait eu pour pouvoir salir ma réputation. Je lui avais envoyé le premier article que j'avais écrit en disant « il y a beaucoup de contenu, mais ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, je vous le partage avec vous à tout hasard. » Je n'étais pas du tout connu à ce moment-là. Il m'a dit « oulala, c'est compliqué. » Je lui ai dit « laissez tomber, ça ne fait rien. » Et puis, il a prétendu à l'antenne, devant des centaines de milliers d'auditeurs, que je l'avais contacté en disant « je suis quelqu'un de très important, j'ai beaucoup de succès et vous devez absolument publier mon papier. » Tu vois, c'est une réécriture dans le sens que tu dis, Louis. Donc, un rédacteur en chef d'un quotidien respectable et respecté te permettre de mentir à dessein pour salir la réputation de quelqu'un, évidemment, quand ça vous arrive à vous, c'est particulièrement blessant, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, ça montre quand même qu'il y a un truc qui se passe. Donc moi, j'ai eu droit à ce régime-là, mais qui continue en Suisse romande. Et puis, une deuxième expérience qui, elle, a été, tu l'as mentionné, Xavier, cette censure sur LinkedIn. Alors, extraordinaire. J'ai eu une première suspension de mon compte parce que j'avais republié, c'est que republier des choses dont je vérifie évidemment les sources, en Angleterre, ils avaient à un moment donné, ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient surévalué le nombre de décès Covid et donc ils avaient corrigé les chiffres à la baisse. Et donc LinkedIn m'a bloqué en disant vous avez partagé une fausse nouvelle. Alors je leur ai fait comprendre, ce n'est pas une fausse nouvelle, ça a été prouvé, enfin, ça a été cautionné par le gouvernement britannique, donc en fait c'était juste. Et là, tu te heurtes à des gens, c'est vraiment orwellien, qui te disent vous avez transgressé les conditions d'utilisation. Alors vous dites mais lesquelles? Ah, vous avez transgressé les conditions d'utilisation, c'est à vous de savoir lesquelles. Je dis oui, mais la nouvelle était vraie, on ne veut pas le savoir. Et à la fin, ils ont réactivé mon compte à la condition que je signe un engagement à bien respecter les conditions d'utilisation que je n'avais jamais transgressées. Donc, tu vois, ça c'est soviétique, il faut relire l'archipel du Goulag. Et puis, je la ferai brève, j'ai eu une interruption définitive de mon compte pour avoir posté des articles critiques mais documentés sur le masque et un papier d'Hélène Stroll, qui est une ancienne inspectrice des affaires sociales, épouse de Michel Maffezoli, qui fait une intellectuelle, qui fait des critiques intéressantes. Et donc, là encore, on m'a dit, vous avez violé les conditions d'utilisation. J'ai dit, attendez, j'ai publié une dame qui est inspectrice honoraire des affaires sociales, qui sait de quoi elle... Il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas de fausses nouvelles, il n'y a rien de répréhensible sous aucune forme. Auquel cas, vous avez transgressé les conditions d'utilisation. Nous avons pris la décision de supprimer définitivement votre compte. Et donc, on se heurte à un système qui est juste complètement fou. Vous êtes coupable d'emblée, où c'est à vous de savoir en quoi vous êtes coupable, que vous ne le diront pas. Et puis, ils peuvent vous zapper définitivement, évidemment, avec des conséquences sur ma vie professionnelle, parce que c'était quand même un endroit où les gens trouvaient beaucoup de l'intérêt à ce que je produisais. Donc, à chaque fois que je publiais un de mes blogs, j'avais 5 000 ou 10 000 vues sur LinkedIn. J'ai perdu ça du jour au lendemain. Et puis, et j'en terminerai avec ça, mais avec la conclusion in fine, finalement, on est tous prisonniers de la gratuité de ces systèmes ou des bénéfices qu'ils accordent. Et puis, on sait tous que le prix à payer, c'est qu'on se fait truander, on se fait ausculter sous toutes les coutures, on se fait manipuler, et puis qu'ils prennent un pouvoir sur nous qu'ils ne devraient pas prendre. Et puis, tant qu'on voit les autres être censurés ou emmerdés, on se dit, ouais, c'est vraiment pas chouette, je suis vraiment pas d'accord avec ça, mais on ne va pas franchir le pas de se retirer parce qu'il y a quand même trop d'avantages. Et là, finalement, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, voir une plateforme qui censure des idées parce qu'elles lui déplaisent, alors qu'il n'y a absolument rien de répréhensible et qu'en plus, c'est des idées de qualité qui sont bien documentées, écoute, qu'ils aillent se faire voir. Moi, je n'ai pas envie d'être sur cette plateforme-là. Et ça, c'est mon espoir, c'est qu'ils sont aussi en train de se tirer des balles
par rafale de Kalachnikov dans le pied avec des conduites comme ça, parce que c'est juste d'une telle stupidité et c'est tellement abusif, quoi. Voilà. Et la question, comment est-ce qu'on se positionne individuellement et collectivement par rapport à ça? Moi, je vais juste, merci Jean-Dominique, je vais juste partager un peu, nous, les expériences que l'on a eues en tant que média, parce que c'est intéressant. Et après, j'ai une petite question pour Louis, parce qu'il a aussi la censure en tant que médecin, dont on n'a pas parlé, la censure de la liberté de prescrire, qui est une forme d'expression, on va dire, professionnelle, puisque Jean-Dominique, tu as parlé de ça. Donc, nous, on n'a pas eu beaucoup de censure. On a fait l'objet de dénigrement, on va dire, de diffamation. Et c'est ce que, Jean-Dominique, tu considères comme étant une censure. Ça, c'est principalement ce qu'on a essayé de faire dans le cadre juridique tel que Ludovic a eu la gentillesse de nous le rappeler. Et la seule, on va dire, tentative qu'on a eue, c'est la semaine dernière. On avait une de nos vidéos qu'on a postée sur YouTube qui a fait l'objet sûrement de signalement. Donc, ça, c'est l'hypothèse que l'on a. On n'a pas la certitude, mais on pense que ça s'est passé comme ça. Et YouTube a fait une vérification. Donc, ils nous ont empêchés de publier pendant 6 jours. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Et en fait, ils ont fait une vérification et très rapidement, ils nous ont rétabli. Ça a pris 48 heures voilà, pour rétablir l'élément, nous disant que notre vidéo n'infreignait aucune règle. Alors, bien sûr, on ne sait pas quelles sont Enfin, c'est très difficile de savoir si c'était telle ou telle section de la vidéo, puisque sur une vidéo de 45 minutes, on est censuré en totalité. Mais on aurait bien aimé comprendre, et c'était une des questions qu'on leur a posées. On n'a pas eu la réponse. Même en faisant l'analyse assez simple et assez fine du contenu, c'est très difficile pour nous de savoir, hormis que quelqu'un ait signalé et que l'accumulation de signalements ait entraîné, on va dire, une suspension temporaire pour vérification. Alors nous, on est content quelque part de ne pas avoir enfreint les règles, mais on aimerait bien comprendre de manière à ce que ça soit plus explicite, puisque, comme Jean-Dominique, tu l'as dit, il y a cette idée de la gratuité, et la gratuité entraîne bien sûr des contraintes et de respect d'un certain nombre des règles de la communauté. Il faut que ces règles n'enfreignent pas non plus la liberté telle que le cadre juridique de Ludovic l'a expliqué. Il y a une autre forme de censure que l'on a vécue, c'est la censure du contenu, au sens de l'analyse. Comme on sait, la science est quelque chose qui est très évolutif. Souvent on émet des hypothèses, et quelque part, il y a eu un kidnapping de la conclusion ou de kidnapping de la décision et qui est très, très difficile à définir puisque le cadre juridique de la science est mouvant. Et il n'y a pas, c'est très difficile parce que quand Jean-Dominique, tu parles de publications qui sont erronées, qu'est-ce qui se passe? La publication, elle suspend, comme l'histoire du Lancet, elle suspend la publication dans le court terme, mais il n'y a pas de conséquences. Donc, par exemple, pour le Lancet, on ne connaît pas vraiment les conséquences juridiques qu'il peut y avoir eu pour ces personnes, tandis que nous subissons directement la censure sans en connaître donc, comme Louis l'a eu avec Info Covid, la censure de contenu. Là, la censure de la science ne s'exprime pas de la même manière. Et donc, la censure que l'on a eue, qui a mené sûrement à du dénigrement dans les actions, c'est quand on prend une position et qu'on fait une analyse et on nous dit de suite, non, mais c'est une fake news. Donc, je considère que c'est une forme de censure qui est très pernicieuse parce que déjà, quand quelqu'un énonce une censure de type fake news, où on dit voilà, c'est une fake news, eh bien, ils reviennent très rarement dessus. C'est-à-dire que quand ils se trompent, c'est très rare quand ils reviennent dessus. Alors que la science, ça devrait être la règle de j'essaye, je me trompe, je le dis, je réessaye, je me trompe, et c'est un processus itératif. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le monde des médias, on a l'impression que l'information est rectiligne, c'est-à-dire elle suit un processus qui n'est pas itératif. Et je pense que ça, c'est un vrai débat à avoir parce qu'il n'est pas cadré d'un point de vue juridique, ou alors il y a un cadre qui est mouvant et qui est peu connu. Et ça, on l'a vécu parce que quand on a pris des positions analytiques avec François qui étaient différentes de celles qu'on pouvait lire dans les médias, ce n'est pas des positions qu'on a prises pour prendre une position adverse, c'est parce qu'on avait fait du travail, c'est-à-dire on avait analysé.
Donc, quand on dit les tests PCR, on a un problème avec les tests PCR, on avait fait une analyse, on avait parlé à peu près une vingtaine de personnes, on a regardé le génome du virus, on a regardé ce qui se passait, on s'est dit le seuil d'amplification est tel qu'on va avoir des erreurs. J'ai même parlé à des gens qui s'occupent de la répression des fraudes qui m'ont dit ah ouais, mais les tests PCR dans le monde alimentaire, quand on fait la répression des fraudes pour la viande, on n'utilise jamais un seuil de cycle de plus de 28 parce que sinon on sait qu'on détecte, on ne peut pas déclencher une fraude. Donc c'est assez intéressant que on utilisait de la science, on a instrumentalisé la science pour créer de l'information qui génère une censure de conclusion. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ce qu'on a vécu. Et c'est ce qui est le plus difficile parce que ça se traduit par ce dont tu parlais, une atteinte ad hominem ou à l'intégrité professionnelle d'un travail. Et le dernier petit point qui est important, c'est que dans la science, on peut toujours trouver un élément. Donc, quand on regarde une décision en science, elle est formée de plein de petites choses. On peut toujours trouver une erreur. Et le cherry picking est quelque chose qui a été fait énormément et qui est utilisé. Donc, Louis, tu parlais des zététiciens. Il y a beaucoup de gens qui font du cherry picking et on sait qu'on peut toujours trouver dans n'importe quelle, on va dire, démonstration scientifique, puisqu'on fait des statistiques et les statistiques sont bardées de petites erreurs de cet acabit-là parce qu'il y a des limitations statistiques, il y a des intervalles de confiance et on peut toujours trouver cet élément-là. Et je pense encore une fois, pour revenir à l'analyse et à la conséquence, quand on reste au niveau holistique, on sait qu'on est directement correct, mais quand on descend au niveau micro, on sait qu'on peut être attaquable. Et c'est le basculement entre ces divers niveaux qui a créé de la censure pour nous. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Tu nous présentes un point de vue presque scientifique, mathématique, épistémologique presque et juridique de cette notion de censure. Moi, je le perçois dans une autre dimension qui est que finalement la parole, l'écrit et puis l'image, les vectorisations de la parole au sens large et de l'information, si on veut revenir au départ, sont perçues en fait comme une violence. C'est-à-dire, la parole est une violence et on va s'arroger le monopole de la violence légale, le monopole de la parole légale. De même qu'on crée la police et l'armée pour le monopole de la violence légale, on s'arroge le monopole de la parole légale, en fait. Sauf que ce monopole de la parole légale, actuellement, et on pourrait dire que c'est une volute de notre système, n'est plus celui seulement Déjà, on pourrait le discuter pour la parole. Est-ce qu'il faut que ce soit comme la violence ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit contrôlée ? C'est déjà pas certain, moi je ne crois pas, en fait. Sinon, on sort de cette idée constitutionnelle de la liberté d'expression. Là, elle doit être contrôlée et elle est contrôlée par qui ? En fait, plus du tout des gens qui sont issus du suffrage, issus de la représentation populaire. Non, elles sont le fait de structures monopolistiques qui se sont arrogées ce pouvoir-là. Et donc nous ont rendu leurs produits. Vous savez, le mouvement de dégooglisation d'Internet de Framasoft, ça s'appelait « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Nous sommes devenus les produits, les choses en fait, à produire de l'information, mais qui va être déterminée juste ou fausse par ces opérateurs monopolistiques. Et on a parlé des plateformes, mais je peux rajouter qu'il y a eu aussi de la censure en fait à la télé simplement. Vous vous souvenez, moi je suis passé 3 fois sur CNews. On dit que je suis passé tout le temps à la télé, mais je suis passé 3 fois à CNews et 2 fois sur Sud Radio. Et à CNews, la 3e fois, j'ai eu le malheur de parler des amendes qu'avait subi Pfizer en 2009 de 2,3 milliards d'euros pour falsification de données et commission occulte. Pour dire d'où ils parlent, quoi, des data qu'on a à l'Agence européenne du médicament, savoir d'où les gens parlent, quoi. Puis ils sont contents de ne pas avoir pris la leçon après s'être fait taper sur les doigts en 2009. Ils ont recommencé puisqu'ils ont eu encore 800 millions de dollars d'amende en 10 ans, dans les 10 années d'après. Donc c'est intégré à leur business model, comme l'a très bien expliqué Jean-Dominique sur des vidéos sur Réinfo Covid. Donc c'est complètement intégré à leur business model. Et à partir du moment où j'ai dit ça, l'interview s'est arrêtée. Donc ça a duré 1 minute 32, quelque chose comme ça, quoi, cette interview qui était prévue pour durer peut-être un petit peu plus longtemps. Et donc vous allez à la fois de la censure comme ça, puis vous avez ce que Noam Chomsky avait appelé, il l'a pas appelé comme ça, mais c'est le dîner de cons. Vous êtes invité pendant 3 minutes au milieu de 2 plages de commercials, et puis avec un bandeau en dessous, machin est conspirationniste, Macron est génial, et vous essayez de parler. Les gens ils comprennent plus rien déjà, et puis en plus vous dites quelque chose d'un peu étonnant par rapport à d'habitude.
Vous dites, mais bon, et si les choix qui étaient faits par le gouvernement n'étaient pas si bons que ça. Et donc, si on vous laisse que 3 minutes, vous allez juste être perçu comme un fou. D'autant qu'après, vous allez avoir le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire par 5 contradicteurs. Donc, vous avez eu 3 minutes 20 pour essayer de décrocher un uppercut. Donc, Noam Chomsky dit que ce n'est pas possible de créer une idée alternative dans la doxa dominante. Et donc, il l'explique comme ça. Mais ça, voilà, juste la puissance de l'image, du cliché, et c'est une vraie question. La puissance légitime, enfin, le fait que des gens s'arrogent finalement le droit de manière complètement unilatérale, c'est un rapt, encore une fois, c'est un hold-up, doit nous questionner. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais vous dire avant de vous passer la parole, c'est que non seulement il y a ces plateformes et les médias, mais il se trouve des hordes de SS recrutés dans les franges en détresse, en fait, dans les gens qui sont en souffrance, probablement, en souffrance de la situation du Covid, en souffrance de la situation d'impuissance dans laquelle ils sont peut-être sur le système, mais qui d'un coup se trouvent une puissance à aller nuire. Et ces gens-là, vous sentez l'intonation de leurs tweets, l'intonation de leur... En fait, se mettent à prendre la place des bots. C'est-à-dire que sur Google, vous avez des bots qui scannent les contenus. Et là, vous pouvez espérer durer 24 heures, quoi. Mais quand vous êtes censuré au bout de 4 heures, ce n'est pas des bots, c'est des gens qui sont allés signaler directement et qui se sont mis même en bande organisée pour signaler. Et de manière très significative, hier, j'ai été invité sur QG TV, le média de Aude Lancelin, cette journaliste très courageuse qui était partie de l'Obs et fondé le média et qui ensuite est partie à QG TV et qui m'a invité de manière assez courageuse, que globalement, je crois que ça allait pas de soi. Et vous avez elle m'a dit, pendant toute la journée après l'annonce de cet entretien, des gens sont venus troller toute la journée pour dire mais qu'est-ce que c'est que cet imposteur, etc. Et c'est avec des attaques ad hominem systématiquement, jamais sur les messages. Et ça arrive à la question de kill the messenger, c'est-à-dire calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et si le message est indestructible, vous devez tuer le messager. Je vous laisse avec ça. Jean-Dominique, tu voulais… Oui, tout à fait. Merci, Louis, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais amener au moment où tu as commencé à l'expliquer. Mais c'est qu'il y a effectivement une systématicité dans ce qu'on est en train d'évoquer. Alors, une partie se laisse assez bien expliquer pour des raisons systémiques. C'est quand un corps social devient trop en tension, il y a ces phénomènes de stigmatisation, de dénonciation, de violence mimétique. Donc, il y a une partie, j'ai envie de dire, qui est assez naturelle à la situation dans laquelle on vit. Mais il y a toute une autre partie qui reflète une activité délibérée et qui, pour ma part, vient par 2 canaux différents. La première, c'est des campagnes de dénigrement qui sont orchestrées, et on sait qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, pour aller fouiller la vie des gens et voir tout ce qui, même si ce n'est pas déshonorant, peut être tourné d'une manière qui va générer du doute et de la suspicion. Et à un moment donné, c'est clair qu'il y a une orchestration ou une organisation avec aussi des bataillons de volontaires pour participer au lynchage, qui peuvent être pour l'essentiel, comme Louis vient de le rappeler, des gens qui sont un peu paumés et qui de bonne foi, mais dans leur délire, vont avoir l'impression de contribuer à quelque chose d'utile en s'attaquant à des nuisibles que nous sommes à leurs yeux. Mais moi, je vois quand même qu'il y a des courroies de transmission extrêmement suspectes. Et effectivement, quand j'ai été bloqué la première fois sur LinkedIn, un des groupes zététiciens qui s'en était pris à moi, j'ai surpris des échanges sur les réseaux sociaux où ils disaient en substance « Ah, on était heureux, on avait cru qu'on était parvenu à le bloquer, mais comme il a un compte professionnel qui paye 550 € par an, ça veut dire qu'il a réussi à faire valoir ses trucs et quand même revenir. » Donc, ça veut dire qu'ils avaient probablement orchestré des dénonciations pour que les robots ou les surveillants de LinkedIn, probablement des travailleurs d'Inde ou du Pakistan payés 4 $ de l'heure pour repérer des mots-clés, réagissent comme ils l'ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis moi, j'ai même eu des articles dans la presse, dans l'Express et à la RTBF, qui reprenaient des commentaires anonymes dégueulasses à mon sujet, comme si c'était une source d'information fiable. Donc, une journaliste de la RTBF, il y a un type anonyme qui, après une conférence que j'ai donnée à Liège, a sorti une interprétation, mais odieuse de ce que j'avais dit et complètement fausse. Et la radio-télévision belge de langue française, avec une journaliste dont c'est le métier, qui s'inspire de ça pour me faire dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Dans François, vous avez aussi mis en lumière comment ça se passe sur Wikipédia.
Moi, ça fait 25 ans que je pratique l'anthropologie de la santé, que j'étais dans les colloques, tout ce que tu veux. Bah, maintenant, sous Hold Up dans Wikipédia, il y a Jean-Dominique Michel qui se présente comme anthropologue de la santé, mais en fait un blogueur. C'est-à-dire qu'on réinvente ma vie au mépris de la réalité de mon expérience professionnelle. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines de gens qui vont sur Wikipédia et qui consacrent du temps à ça. Et puis après, exactement avec la finalité que Louis a exprimée. Mais ici, on a eu le cas. La radio-télévision suisse fait un travail, mais je suis désolé, dégueulasse sur le plan journalistique depuis le début. C'est vraiment devenu une espèce d'officine d'État au service des pharma. Ils excluent tout débat contradictoire. Et quand des lecteurs ou des spectateurs leur écrivent en disant mais regardez, tel ou tel truc est sorti dans François, ah mais François, c'est pas un média, il n'y a pas de journaliste, c'est pas sérieux ce qu'il publie. Donc c'est vraiment cette stratégie où finalement, n'ayant à peu près rien à opposer sur le fond, c'est pour ça qu'ils ne nous invitent pas. Louis, c'était génial à CNews. Le présentateur, au bout d'une minute et demie, on aurait dit un vampire au premier rayon du soleil. Je suis en train de me dissoudre, il faut arrêter tout de suite pour que je retourne dans mon cercueil. Il n'a pas supporté le mec. Donc nos arguments et notre analyse de la situation est tellement solide que la seule ressource qu'ils ont, c'est surtout pas de nous inviter. Et ils doivent trouver absolument des prétextes pour ne pas nous inviter. Et c'est là où il y a une collusion, je dirais, entre des intérêts objectifs qui est de rester dans le narratif officiel, et puis tout ce que les autres sources apportent comme éléments qui, à défaut d'être crédibles, vont être utilisés à cette fin, pour faire croire que tout ce qui est publié dans François ne tient pas la route, que Louis Fouché est un électron libre, que personne n'écoute, et que moi, je ne suis même pas un anthropologue, même si ça fait 30 ans que je fais ça. Et ça, c'est vrai que c'est de la BD. Mais ce qui n'en est pas, c'est qu'autant de gens adhèrent à ça et que les médias, qui sont quand même censés avoir une éthique, mais comme la médecine est censée avoir une éthique, hein, aujourd'hui, je ne sais pas où elle est passée, mais en tout cas, elle n'est plus dans le paysage, eh ben, ne font plus opposition à ce à quoi on devrait tous faire opposition. Je me souviens de cette phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je ne suis pas d'accord avec vous et je ferai tout ce qui est nécessaire pour que vous ne puissiez surtout pas vous exprimer ou qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Et ça fout les jetons. Oui, Ludovic, juste par rapport à ce que tu viens d'entendre, quelles sont les solutions juridiques, quels sont les conseils d'un avocat que tu peux nous donner, on va dire, que tu peux… Disons que déjà sur la partie réseaux sociaux, Twitter, Facebook, qui sont en fait où on en vient à se demander si ce sont des entreprises privées ou des États, hein, finalement, quand on voit les méthodes qui sont employées. C'est-à-dire, là, il y a tout un aspect, je pense, en lien avec les nouvelles technologies qui fait que pour trouver des fenêtres de tir intéressantes pour pouvoir éventuellement exercer des actions à ce niveau-là, déjà, d'une part, ce que je peux dire, c'est que à l'échelon individuel, ça ne peut pas du tout marcher, donc il faudrait vraiment que ce soit des regroupements extrêmement importants de personnes pour essayer d'en obtenir quelque chose. Après, sur l'aspect technique, je pense qu'en toute humilité, je me garderai de bien de répondre, en tout cas sur cette partie-là, parce que je pense qu'il faudrait plutôt interroger un spécialiste en droit des nouvelles technologies qui pourra, je pense, amener une réponse bien plus pertinente que la mienne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, là où je peux répondre de manière certaine, c'est que il faut créer des collectifs très importants qui vont s'intéresser à ce problème-là et éventuellement aussi faire un travail de lobby par rapport à ça, parce que c'est le seul moyen, je pense, de pouvoir exercer des actions qui peuvent éventuellement avoir des chances d'aboutir. Après, sur un terrain plus, moi je pense notamment à la presse écrite, etc., je pense déjà quand vous vous sentez victime d'injures, de diffamation, etc., dans le contexte actuel, je pense que déjà, il y a une boîte à outils, je pense, qui doit être mise en place. Et je pense que déjà, dans tout ce qui est presse écrite, c'est super important d'apporter systématiquement un droit de réponse. Parce que ce droit de réponse,
il y a une obligation légale pour le journal de le publier. S'il ne le publie pas, il s'expose à une action, l'infraction de diffamation est constituée. Et l'organe de presse s'expose à se faire attaquer par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel. Après, indépendamment de ce droit de réponse, vous pouvez quand même toujours exercer ce type d'action sur le terrain de la diffamation, mais là, je dirais qu'il vaut mieux déposer une plainte avec des éléments de preuve matérielle suffisamment précis pour qu'elle ait une chance d'aboutir favorablement. Mais dans tous les cas, vraiment le conseil que je peux donner, c'est ne rien laisser passer. Il faut que ça devienne un réflexe. Voilà. Je ne sais plus quel ministre américain avait dit à une époque, je me souviens de la citation, je ne me souviens plus de qui exactement, mais c'est le problème de l'abribus. Est-ce qu'il faut réparer l'abribus quand il est pété? Avec l'abribus, il est toujours pété au bout d'un moment. Je trouve quelqu'un qui finit par le fracasser. Ça reste mystérieux, mais vous revenez le lendemain, il y a un abribus fracassé. Ça fait partie de la violence ordinaire. C'est assez mystérieux, mais c'est comme ça. Et dans certains quartiers, il est vraiment fracassé tous les jours. Et le ministre dit, il faut le réparer tous les jours. Et pour moi, le maintien de l'état de droit, en fait, c'est quelque chose d'essentiel. J'en ai déjà parlé en le rapportant au portail de François Bizot, c'est-à-dire cette personne qui se retrouve dans un camp avec Douche pendant l'époque des Khmers rouges. Et Douche, c'est le second de Pol Pot, qui avait créé S21, pour ceux qui connaissent, donc un camp extrêmement brutal où il y a beaucoup de morts. Et donc, on est dans le déferlement totalitaire des Khmers rouges. Et François Bizot voit, donc c'est un Français qui connaît très bien l'art khmer et qui vit au Cambodge. Et il se retrouve emprisonné, il voit Douche tuer des gens comme ça, une balle dans la tête, parce qu'ils ont renversé des bambous, parce qu'ils ont fait tomber un seau d'eau. Tous les jours. Et tous les soirs, François Bizot, il rediscute. Il rediscute le droit, il rediscute la légitimité, il rediscute les fondements idéologiques de l'Ankar, il rediscute la culture khmer, et il reste en vie. Et tant qu'il discute, c'est les 1001 nuits, il reste en vie. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. Douche ne réapparaît plus, et c'est fini. Parce que les déferlements totalitaires n'ont qu'un temps. Ça, c'est notre grande chance. C'est notre grande chance. C'est que si on tient, en fait, tout va bien. Et donc, utiliser le droit, l'outil du droit, quelque chose qui est dans le bloc de constitutionnalité. On peut difficilement tenir plus fort. Montrer en face que les gens, en fait, foulent au pied le droit. Mais ce n'est pas grave. Continuer à le dire et à le redire et à le redire. Pour moi, c'est une des pistes. L'autre piste, c'est que cette crise, elle nous convoque. La crise, la résistance n'existe pas avant la tyrannie. Elle est en jachère, elle est potentielle. Elle se structure par le totalitarisme. Elle crée sa bulle de cohérence autour d'elle pour survivre au totalitarisme. Et donc, il y a une convocation par le totalitarisme à créer cette bulle de cohérence. Qu'est-ce qu'elle est? Vous avez une crise sanitaire? Resanitarisez-vous. Prenez soin de votre santé. Vous avez une crise économique? Rééconomisez-vous. Réfléchissez à quelle économie vous voulez. La contribution, du partage, du don, du troc, de la monnaie libre, de la monnaie locale. Réfléchissez. Est-ce que vous voulez être l'esclave d'une monnaie numérique gérée par la Banque mondiale? Probablement pas. C'est une crise sociale. Resocialisez-vous, recréez vos liens sociaux. Au contraire, remettez-vous en lien avec des gens avec qui vous pensiez que ce n'était pas possible. Faites exploser vos groupes sociaux tels qu'ils étaient explicites parce qu'en fait, ils étaient juste faux. Et j'en arrive au dernier point, c'est une crise des médias et c'est une crise de l'information, c'est une crise de la vérité. Mais tendez à la vérité et remédiatisez-vous. Donc, créez un média, en fait. Faites-le. C'est ce qu'on fait avec Réinfo Covid. C'est d'injecter dans le système de l'information, en fait. Et que cette information, elle soit de manière réticulaire partout dans le système. Moi, ça me fait penser aux fourmis. Vous savez, quand j'étais petit, je jouais à interrompre la file des fourmis. Et puis après, j'arrêtais et j'enlevais. Et puis je regardais comment elles retrouvaient leur chemin. Ou même en laissant un petit brindille, retrouver comment elles retrouvaient leur chemin. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est qu'on va interrompre le chemin de l'information de tous les côtés, mais ce n'est pas grave. Parce que comme de manière réticulaire, tout le monde va se retrouver, l'information va toujours transpirer partout et la fourmi va continuer d'avancer dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi, dans l'arbre? Elle l'effondre. Il est en train de mourir, cet arbre. Et moi, j'ai déjà vu ça dans la nature, que dans des arbres en train de s'effondrer, il y a un nouvel arbre qui naît et qui pousse. Ça, c'est ce que je cherche à faire. Donc, de manière plus pragmatique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce monde numérique aussi, on vous appelle à vous renumériser autrement. Puisqu'on est dans un monde numérique, on nous impose même de vivre dans une fiction, dans un monde virtuel. Les enfants, aujourd'hui, leur vie est plus intéressante à tuer des trolls et à laminer des dragons que leur vie de merde qu'ils ont à côté, quoi. Donc, ils préfèrent vivre dans ce monde-là. Il faut arrêter d'être un super user. Il faut commencer à devenir le maître de ce monde-là. Et donc, ça veut dire que là, il faut réapprendre à programmer. Il faut recruter des hackers dans les collectifs.
Et il faut faire du code, il faut aller voir Frama, il faut aller voir les chatons qui font de l'hébergement mutualisé, Odyssey, Rumble, d'autres plateformes. Et comme la nature a horreur du vide, à l'évidence, cette solution va arriver, puisque les plateformes ne fournissent plus ce qu'il faut, les médias ne fournissent plus ce qu'il faut. Bah, ça y est, en fait, il y a un tel vide. Et donc, bah, c'est une invitation à l'action, mais c'est aussi, ça va arriver, en fait. C'est déjà là. Et François en est un exemple. Vous avez un média contributif avec des contributeurs bénévoles pour l'immense majorité d'entre eux qui arrivent à produire de l'information juste, relue. Enfin, c'est admirable en vrai. C'est quelque chose qui est complètement nouveau dans le monde médiatique. Ça devrait être un exemple pour tous les autres. Et une autre chose, c'est quelque chose d'un peu psychologique, c'est de sortir du triangle de Cartman, triangle du bourreau, de la victime, du sauveur. Il n'y a pas de bourreau là. Il y a un rapport de force, comme toujours en fait. Il y a une diplomatie du vivant ensemble. Et cette diplomatie du vivant, elle est faite d'égards. Merci Facebook de nous accueillir ce soir, ou YouTube, merci. Mais elle est faite aussi de désaccords. Je ne suis pas d'accord sur le fait de ne pas pouvoir dire ce que je veux. Et donc, on va trouver des moyens de diplomatie, quoi. Et la diplomatie, elle peut passer par le conflit ouvert. Allez, bim, un procès. Je vous attaque au pénal. Tac, diffamation. Elle peut passer par des cadeaux. Voilà, je vais faire une vidéo vraiment juste comme il faut, une petite chaîne bien comme il faut, etc. Mais à la fin, c'est de la diplomatie et c'est une sorte d'aïkido et de judo du pouvoir. Et il se trouve qu'on est très petit, un peu comme vous savez, ces vieux maîtres qui ont 80 ans, qui sont tout petits et tout frêles, qui font 40 kilos et qui arrivent à mettre la pile au grand Satan parce qu'ils arrivent toujours à trouver le vide dans lequel va se mettre la force du grand Satan pour le faire tomber, quoi. Je pense qu'il y a plein de. Le problème est la solution. Et donc, ça nous invite à. C'est pour ça que je le prends avec humour et avec joie. C'est que je pense que là, justement, on est sur un point clé. On est sur un point hyper clé. Qu'est-ce que l'information? Qu'est-ce qu'on se transmet les uns aux autres et comment on fait, quoi. Et donc, on doit travailler ça, à rester dedans, continuer à le manipuler jusqu'à trouver des branches, à en faire sortir et jaillir quelque chose. Et c'est. Vas-y, Ludovic, à toi. Oui, et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'exercice de ce droit de réponse parce que généralement, en plus, les articles tendancieux viennent généralement d'organes de presse qui sont, comment dirais-je, ça peut être du grand public, mais on va dire, qui peuvent avoir, comment dirais-je, des lecteurs qui sont habitués au politiquement correct. Et à partir du moment où vous avez une obligation légale de publier ce droit de réponse, bah, quelque part, les gens, vous leur donnez accès à vous en exerçant votre droit de réponse. Et ça peut aussi, à force, si ça devient un réflexe permanent, ça peut devenir aussi un système de réinformation, ce droit de réponse. C'est vraiment, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas et que je le vois. Et c'est pareil. Et pour juste, j'en terminerai par là parce que moi, par rapport aux GAFAM et à Twitter, je voudrais quand même faire un petit arrêt sur image sur ce qui s'est passé avec Donald Trump aux États-Unis. Vous avez, dans ce cas, une entreprise privée, un géant du net, qui s'est comporté comme un tribunal qui jugeait en première et en dernière instance. C'est-à-dire qu'il s'est considéré comme étant le porte-parole du bien au sens où lui l'entendait. Mais par contre, moi, c'est ça qui m'a quand même frappé, c'est qu'à côté, on voit en Iran l'ayatollah Khomeini qui a un compte Twitter, c'est-à-dire cet homme qui a comparé Israël, je ne sais plus, au cancer de l'humanité, je ne sais plus exactement le terme qui a été employé, qui a appelé à la destruction de l'État d'Israël. Et par contre, Twitter, là, on ne supprime pas son compte. Donc, encore une fois, là, enfin, je veux dire, c'est quand même assez symptomatique de la géométrie variable qui peut être assortie à la censure par les GAFAM. Pour moi, ça, voilà, cette comparaison me paraissait judicieuse à évoquer ce soir avec vous. Et c'est comme vous avez aussi la présidente de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, qui, d'entrée de jeu, elle a carrément voulu lui couper les accès au code nucléaire. Enfin, c'est complètement contraire à la Constitution. Donc, on a la présidente de la Chambre des députés qui s'assoit complètement sur la Constitution américaine et elle
sauf erreur de ma part, elle n'a jamais été censurée non plus. Voilà. Merci Ludovic, moi ça me donne envie de rebondir parce que notamment suite au papier de l'Express, j'ai envoyé une demande de droit de réponse en 2 envois recommandés, ça n'a eu aucune suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que engager des poursuites, c'est extrêmement chronophage, ça coûte beaucoup d'argent, ça te prend le chou, tu te fais retraîner dans la boue 2 ou 3 fois de plus. Donc, moi, j'ai fait la démarche, mais je savais que j'avais ni les moyens ni l'énergie de suivre. Je pense que ça se sent. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui s'assiedent sur la loi. Il faut voir en matière sanitaire. Il y a tellement de choses qu'on fait qui violent le droit de la santé et les droits constitutionnels, mais on est quand même dans une période où tout le monde s'en fout. Donc, c'est un des paramètres. Cela dit, je trouve admirable quand Didier Raoult engage des poursuites contre Karine Lacombe. Je dis génial, parce qu'effectivement, la justice est un dernier recours de probité et d'axologie dans une situation comme celle-là. Cela dit, et je ferai le lien avec ce que disait Louis, moi je crois à autre chose, c'est le rappel de la normalité. Au fond, dans ces processus de dénigrement, on est très près des processus de harcèlement dans les préaux d'école. C'est-à-dire qu'il y a des sales caïds qui essayent d'entraîner tout le monde pour s'en prendre à quelqu'un, et puis ça ne marche que si la victime est tellement effrayée ou tellement démunie qu'elle va être prise dans le jeu. Et donc, pour moi, une des stratégies très vite a été déjà de mesurer que je recevais 1000 fois plus de soutien que d'attaques. Les attaques font beaucoup plus mal, mais objectivement, j'avais 1000 fois plus de soutien que d'attaques. Et puis de rappeler des vérités fondamentales. Mais comme je l'ai fait à Liège, en disant que je ne sais pas dans quel monde on vit, il y a des gens qui s'en prennent à Didier Raoult à cause de son physique, sa barbiche et ses cheveux longs. Moi, j'ai appris à l'école primaire qu'on ne se comportait pas comme ça si on voulait être respectable. Ce n'est pas digne. Quand tout le monde, la presse unanime est tombée sur Hold Up en disant c'est des conspirationnistes, ça ne se fait pas, c'est honteux de réagir comme ça, de brandir une étiquette systématique pour salir les gens et faire qu'on ne s'intéresse surtout pas. Ça se faisait sous McCarthy, ça se faisait en Union soviétique, ça se faisait sous l'occupation en France, ça ne doit pas se faire dans une démocratie en 2020. Ce rappel de la normalité, ce rappel de la probité et de l'éthique, il ne se substitue pas entièrement à des démarches judiciaires qui peuvent valoir le coup parfois, mais moi je trouve que c'est hyper fort, parce qu'on ne peut pas bullshiter les gens quand on ramène dans ce socle d'humanité. Et il y a des comportements qui sont indignes, et j'en terminerai avec ça. Une amie philosophe avec qui j'ai beaucoup partagé bien avant cette crise me disait que, semble-t-il, quand on analyse des processus de changement fondamentaux dans les sociétés, ce n'est pas parce que les élites comprennent qu'il faudrait mieux faire autrement, c'est parce qu'à un moment, les élites ne peuvent plus continuer à faire comme elles faisaient avant parce qu'on leur fait honte de leur comportement. Tu veux tripoter tous tes stagiaires dans ton bureau, honte à toi. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Et c'est quand il y a ce mouvement d'évocation de la honte qui remonte, et ça, je trouve que c'est vraiment une corde très forte parce qu'elle est vraie. Là, on n'est pas dans la morale, on est dans l'éthique. Vous devriez avoir honte de coller des étiquettes aux autres comme vous le faites sans même vous intéresser à ce qu'ils ont à dire. C'est pas ça. La démocratie, ça n'est pas acceptable en démocratie. Et là, cette vérité, j'ai envie de dire, de ce socle-là, pour moi, elle est extraordinairement puissante et efficace. Je peux rebondir juste. Mon professeur de prépa, Sophie Foch-Rémusat de philosophie, elle parlait de la honte. C'est son premier cours sur 5 cours sur la honte comme extrême moteur de changement. Et ça me fait résonner ça, Jean-Dominique, quand on parle. Donc, elle nous a humiliés de très nombreuses fois en nous mettant des notes catastrophiques sur tous nos premiers devoirs. Effectivement, c'était un très bon moteur, un aiguillon à aller devenir meilleur de manière très importante. Donc, je en sais gré. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que cette idée du droit qui est maltraité et où il y a une imposture en fait des médias qui prennent la place du droit, prennent la place des magistrats, prennent la place des avocats, en fait font un tribunal à la place d'eux. C'est vraiment une imposture, c'est bafouer la souveraineté de ce qu'est le pouvoir du droit. Donc c'est une confusion des pouvoirs. Et ça pour moi c'est pareil, c'est une énorme opportunité, c'est une énorme chance. C'est-à-dire que si on tend la perche aux avocats, aux magistrats, pour aller prendre leur revanche, je peux vous dire qu'ils seront ravis de la prendre sur les médias. Et donc, il s'agit de commencer, il s'agit de lancer le mouvement, de montrer que c'est possible de répondre à l'Express, de répondre au Monde, de répondre aux fact-checkers. Et comme l'a dit Ludovic, je pense qu'il faut en profiter pour le médiatiser. C'est-à-dire, cette réponse, elle ne doit pas être obscure, opaque, dans un coin. Oui, j'ai fait ma petite réponse pour me défendre moi. Non, 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 je vais faire publicité
il va être dit publiquement ce qui se passe. Et ça rejoint la notion de la honte que donnait Jean-Dominique. Et là, nous avons… moi, je suis ravi parce que le CHU de Liège a fact-checké notre petit truc sur le vaccin. Ah, ben, quelle occasion nous est donnée. Nous avons refact-checké les fact-checkers. Et là, on leur a sorti 40 pages de références. Donc, on va voir. C'est très bien, le dialogue scientifique se recrée. On va voir qui est l'imposteur dans cette histoire. Et on va faire publicité de manière très importante. Et c'est pareil sur le pouvoir médiatique. Parce que vous me dites, pour faire publicité, il faut un pouvoir médiatique. Et voilà, il faut réussir à rendre public. C'est quelque chose qui est difficile, parce qu'il y a une confiscation en fait. On cherche à vous isoler et que votre affaire ne soit plus que du domaine du privé dans votre techno-cocon dans lequel on a optimisé votre expérience utilisateur de la vie et que vous soyez tout seul. Vous pouvez juste envoyer répondre oui, je conteste sur le clic. Bon, ça part dans la grande boîte noire, quoi, dans le télécran. Non, il faut réussir à rendre public. Et ça, c'est la deuxième chance, c'est que ce même pouvoir médiatique a maltraité ces journalistes d'une manière inhumaine, en fait, en les rendant des esclaves d'un système à mentir de manière systématique. Et qu'en fait, il y a un ras-le-bol généralisé à tel point qu'il y a des gens qui s'en vont, en fait. Il y a des gens qui créent des médias, il y a des gens qui créent autre chose. Et qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut-être devient un YouTuber où il retweet des choses, etc. Donc, en fait, ce même pouvoir qu'ils ont cherché à garder que dans leurs mains est même en train de leur échapper. Enfin, c'est mon espoir. Moi, j'aimerais juste partager un peu l'expérience que l'on a eue avec François avant parce qu'on a pas mal de questions, donc ça serait bien après qu'on prenne quelques questions, hein, si jamais vous le voulez. Les éléments fondamentaux, que ce soit de la honte ou de l'injustice qu'on a pu avoir, puisque quelque part, ici, moi, je représente, on va dire, ce que tu critiques, Louis, ce que tu critiques de Jean-Dominique. Ce qu'on a essayé de faire avec François au départ, c'est un petit peu ce que Ryanair ou EasyJet ont essayé de faire à la compagnie aérienne. C'est qu'on se bat contre des mastodontes, d'accord, qui sont des anciens, qui ont des habitudes, des us et coutumes. Et ce dont on oublie de mentionner très rapidement, c'est ce qui s'appelle la concurrence déloyale. Parce que la concurrence déloyale est un élément qui fait que quand on a une position dominante, eh bien, on va essayer d'asseoir cette position et de l'utiliser à bon ou mauvais escient. En l'occurrence, les GAFAM, elles ont une position dominante. Et donc, nous, quand on devient les acteurs agents de ces médias, en utilisant ces médias et en pensant qu'on peut tout faire, tout dire, eh bien, au bout d'un certain temps, quand on commence à avoir un grand nombre de followers, on fait une forme de concurrence. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut jamais oublier que cette concurrence, elle rentre en ligne de compte. Donc, nous, par exemple, quand on est le petit poussé d'un média et qu'on essaye de faire quelque chose, même si on peut faire des erreurs, parce que je crois qu'il faut aussi dire qu'on est capable de faire des erreurs. On n'a pas assez dit dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et je pense que les grosses sociétés, quand elles font des erreurs, que ce soit Pfizer ou tu parles, elles prennent des amendes. Donc là, il y a peut-être une volonté où ça fait partie du business plan. Mais quand on se plante sur des erreurs de médias, jamais on revient en arrière. Et je pense qu'il faudrait réapprendre aux gens à dire on s'est trompé ou faire son mea culpa. Et la concurrence déloyale fait que, associé avec le droit, on n'a plus la place à l'erreur. D'accord ? Donc, le petit qui arrive, c'est le petit poussé, il faut qu'il soit comme les grands, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse non seulement les mêmes analyses, mais il faut qu'il ait les mêmes codes et qu'il se comporte de la même manière. Et que si on se souvient, quand Ryanair est arrivé, tout le monde disait les sociétés low cost, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'ils vont faire tomber les avions du ciel, parce que les pilotes ne vont pas être formés, parce qu'ils ne vont pas les payer. Aujourd'hui, ça fait partie des plus grosses sociétés parce que les médias les compagnies aériennes ne se sont pas bougées. Eh bien, la situation de l'incombant, du traditionnel, est quelque chose de très important. Donc, au bout d'un certain temps, c'est nous qui instillons la peur. Et c'est ce que tu dis, Louis, en disant à un moment ou à un autre, il faut utiliser les moyens. On est plus petit, donc on est plus dynamique. Quand on est tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'approche qu'on a essayé d'avoir, c'était justement de répondre à cette interface qu'il y avait, à ce besoin qu'il y avait dans le marché de l'information, le marché au sens pas mercantile du terme, mais dans les besoins d'information des gens. Ce que tu as essayé de faire avec Réinfo Covid, ce que Jean-Dominique a essayé de faire très bien, parfois tout seul, contre vent et marée, on va dire. Et quand j'entends Ludovic dire qu'il faut savoir se regrouper, il faut savoir se réunir, parce que l'union, elle fait la force,
Ici, c'est quand même quelque chose de très important. Et on a eu la chance avec François d'avoir très vite une communauté importante. Donc, quand Jean-Dominique, tu dis j'avais plus de likes que de dislikes, même quand on a 2 dislikes, il y a une notion d'injustice. Et cette notion d'injustice, on n'en parle pas non plus. Au bout d'un certain temps, tu peux prendre des coups comme un boxeur. On prend des coups, il faut savoir les donner, il faut savoir les rendre. Tu peux essayer de faire le Tour de France et faire 10 étapes du Tour de France. C'est un combat de très, très longue haleine. Et donc, il faut avoir des équipes autour de soi parce que ce sont les humains qui vont nous aider à surmonter tout ça. Et pour traduire cet élément-là en termes d'éléments managériaux, comment on gère une équipe dans un média, parce que Louis, c'est certains des contributeurs qui contribuent à titre gratuit et je les en remercie parce que c'est immense ce qui a été fait en termes d'analyse et je ne peux pas mentionner tout le monde, mais il y en a des centaines qui ont contribué. Il y a aussi des professionnels qui travaillent avec nous, il y a aussi des salariés. Et les questions que mes salariés me posent, c'est ça va, tu n'en as pas ras-le-bol de prendre des coups? Voilà. Et ça, en termes de management, il faut aussi se poser la question de savoir comment on répond à ça. Et la manière dont j'y réponds, en fait, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est comment vous percevez quand vous allez dans un dîner en ville, quand on vous dit que vous bossez pour un journal complotiste, parce que les conséquences au 2e degré, au 3e degré, sur les enfants, sur la famille, sur tous les gens qui sont autour de nous, ils se posent des questions au bout d'un certain temps parce qu'on a pris tellement de coups qu'ils se disent il n'y a pas de vérité sans feu. D'accord? Enfin, où il n'y a pas de fumée sans feu. En l'occurrence, il y a cette habitude, cette démultiplication de ces messages. Et c'est là où je pense que Ludovic a raison, c'est de dire qu'il ne faut rien laisser passer. C'est le droit de réponse, c'est une manière d'éteindre ce feu le plus vite possible. Et on a sûrement une des erreurs qu'on a faites, c'est qu'on n'a pas répondu assez vite, on va dire, ou assez de manière rapide aux attaques qu'on a subies, à juste titre ou à injuste titre, parce qu'on n'avait pas assez de temps dans la journée pour faire des analyses ou pour faire des articles, et que ça, comme Jean-Dominique dit, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et nous, on avait des ressources contraintes, des petites ressources, et il fallait qu'on les mette sur la production d'articles. C'était notre choix. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit sûrement qu'il faut qu'on modifie notre comportement parce qu'il y a une certaine place, et cette place, il faut qu'on l'assume. Et Réinfo Covid a une place, Jean-Dominique a pris une place dans l'information et dans le cœur des gens, et toi aussi, Louis. Et je pense que cette place, il faut vraiment l'assumer pleinement. Comme je dis souvent aux gens, attention, on n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal. On a juste fait du travail. Voilà. J'aime bien dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'es pas traité de complotiste, tu n'apportes rien qui soit pertinent. Je veux dire, c'est la condition sine qua non c'est la confirmation que tu proposes un truc intéressant. Ouais, puis moi, je peux vous dire juste, attends Ludo, je peux vous dire qu'on reçoit, enfin en tout cas, à Réinfo Covid et moi, on reçoit au centuple de ce qu'on donne. Je reçois des œuvres d'art, des tableaux, des livres, des gens qui racontent leur vie dans des livres, des poèmes, des lettres à n'en plus finir. Et je ne peux absolument pas répondre à tout le monde et je m'en excuse, mais ça fait un bien fou en fait, parce que je ne le prends pas pour moi, je le prends pour tous les gens qu'il y a derrière et pour Réinfo Covid, et on leur dit, on reçoit des remerciements, les commentaires sous des vidéos sont très élogieux et très, très bienveillants dans une immense majorité. Et en fait, ça veut dire que c'est vous, en fait, qui permettez que ça vive et qui permettez ce rétablissement de la vérité, cette honte de ceux qui font une contradiction ad hominem qui n'a aucun sens. Et donc, la communauté elle-même prend vraiment un poids très, très important quand elle défend ses chevaliers, quand elle défend les gens qui parlent. Donc, il ne faut pas arrêter, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le trolling positif, quoi. Je ne sais pas si c'est un nom, ça doit avoir un nom. Les Américains, ils inventent toujours des concepts pour tout. Mais c'est vraiment super important. Et ça change tout. Ça change toute l'ambiance, en fait, autour d'une vidéo. Quand vous avez un truc très partagé où les gens s'écharpent à coups d'insultes, en fait, c'est moche, quoi. Vous sentez que le contenu, au fond, n'est pas très bon, quoi. Quand au contraire, tout le monde est gentil, c'est plutôt le monde qu'on souhaite, quoi. Donc, non, moi, je suis… Dans cette communauté qu'on a entre nous naturellement, c'est vrai que moi, je ressens une appréciation immense. Parce que François, aujourd'hui, dans le paysage, si ça n'existait pas, ce serait une catastrophe. Si Louis, tu ne t'étais pas profilé à un moment donné en déployant tout ce que tu déploies, ce serait un manque terrible pour la collectivité. Donc, il y a cette reconnaissance des résistants, cette valorisation de notre travail, et puis aussi cette manière de savoir
qu'on n'est pas en train de faire des théories ineptes sur le réel, on est en train d'essayer de rappeler à un certain nombre de repères dont il est essentiel qu'ils existent solidement dans le paysage collectif. Et là, je veux dire, c'est vraiment effectivement très rassérénant, mais aussi très encourageant, très motivant de sentir qu'il y a suffisamment de gens qui ont cette perspective intérieure et qui en contaminent d'autres. Il y a aussi quelque chose de viral dans le positif, parce que je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de la population, et notamment ceux qui n'ont pas encore eu d'ouverture de conscience, sont comme des assoiffés dans le désert qui attendent désespérément un verre d'eau. Et quand tout d'un coup, il y a une parole vraie qui vient dire quelque chose de pertinent, d'humanisant, de rassérénant, d'outillant par rapport à cette panique collective, waouh, merci mon Dieu, quoi. Et c'est ce qui circule dans les messages qu'on reçoit, mais aussi dans cet effort qu'on continue envers et contre tout. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de coups, mais moi, à ce stade, je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est le prochain round qui va commencer et comment est-ce qu'on peut l'habiter avec grâce en essayant, si possible, comme disait Ali, de danser comme un papillon et piquer comme une guêpe. Des fois, ce n'est pas aussi glorieux que ça, mais on fait ce qu'on peut de jour en jour, mais l'aventure en vaut la peine et surtout, il est important qu'on la poursuive pour ne pas laisser cette dérive en cours aboutir à sa fin, ce qui serait une tragédie, et ça, je crois qu'on est tous conscients. Donc, on a besoin aussi de ce mouvement. En fait, il y a un élément nous, qui, on va dire, nous habite, c'est que j'en entends beaucoup parler dans les commentaires qu'on reçoit, c'est le côté bienveillance. Et ce que je ressens ici, c'est, j'entends Louis dire qu'il utilise l'humour. En fait, la bienveillance, l'humour, au moment à un autre, il faut rester dans ce domaine-là. C'est hyper important de garder cet élément à l'esprit. Louis, tu es médecin, donc je veux dire, ça fait partie de ton, on va dire, de ton cursus tous les jours. Et nous, on essaye d'être bienveillant avec l'information qu'on délivre. Et même quand on se fait attaquer, je dis voilà, merci beaucoup de nous donner autant d'attention parce qu'en fait, je considère que quelqu'un qui prend le temps de venir nous insulter, même si jamais c'est pas toujours agréable à lire, eh bien, écoute, c'est déjà pris le temps et il faut lui rendre la monnaie de sa pièce gratuitement et c'est mieux de le faire comme ça. Peut-être que ce serait bien qu'on prenne quelques questions parce que sinon, on va continuer à discuter longtemps de cela. Et je vais commencer par, il y a une question qu'on m'a posée plusieurs fois là. Je vais commencer par répondre à une question qu'on a posée à François, à savoir ce qu'on a subi des pressions. De quelque sorte. Et je pense que c'est intéressant aussi, Louis, Jean-Dominique, que vous en parliez vous-même, mais pour dire oui, on a subi des pressions chez François. On en a subi de toutes sortes. On a subi des pressions économiques, on pourrait dire, puisque quand on a eu les fact-checkers qui sont venus checker certains de nos articles, ça a eu des conséquences sur les revenus publicitaires que l'on pouvait tirer de cela, puisque la première des choses qu'on fait, c'est qu'il y a eu du delisting. C'est comme toute activité, à un moment ou à un autre, on a besoin d'avoir des revenus parce que pour assurer l'indépendance et l'autonomie d'un média, parce que je dis bien indépendance et autonomie, parce que quand Louis, tu dis que tu as 450 € sur ton compte Transparence Santé, nous, on a 0 € sur le compte Transparence Média, d'accord, qui n'existe pas, mais peut-être qu'il faudrait le mettre, c'est-à-dire que les médias, quand ils annoncent, on devrait dire, voilà, j'ai reçu tant d'aides du gouvernement, pas que je veuille être le chien de garde de ce genre de choses. Je pense que les aides sont utiles, mais par contre, expliquer à quoi ça sert et comment on s'en sert. Parce que les aides, quand elles se retournent contre nous, puisque c'est ce qui se passe, ça se retourne contre nous, c'est quelque chose de assez malsain, puisqu'on ne sait plus où est le lien d'intérêt, où est le réel besoin de subvention, et où ce besoin de subvention pour l'information. Par exemple, on peut se poser la question de savoir l'AFP qui reçoit énormément d'argent tous les ans, c'est des centaines de millions que l'AFP a reçus. Et si c'est pour desservir et resservir la même sauce, on n'a plus besoin qu'avoir une seule source d'information et pas 50 médias. Ce qu'on veut des médias, c'est qu'ils analysent et qu'ils déconstruisent et qu'ils amènent une vision différente. Donc oui, on a eu ces pressions-là. On a eu des pressions ad hominem. Comme vous trois, on en a pris, on va dire, plein la figure sur les mots, comme un boxeur. Et moi, ça me fait assez rire parce que j'aime bien faire du vélo et j'aime bien me dire que quand on se pose la question de faire du sport de longue distance, il faut savoir résister. Et quand on est en train de regarder une montée, il y en a une autre plus haut derrière. Et donc, il faut résister à ça. Donc, des pressions économiques, des pressions, on va dire, morale, on n'a pas fait l'objet, on va dire, de pression physique en tant que telle,
mais au bout d'un certain temps, il s'ajoute, on va dire, la pression des gens qui sont proches, puisque ces gens se disent là, ben, jusqu'où tu vas aller? Et les gens se posent des questions. Ils commencent à se poser des questions sur l'effet que ça peut avoir sur une personne. Et je pense que dès qu'on dédramatise tout ça, dès qu'on a l'humour, dès qu'on a la bienveillance et qu'on sait qu'on fait des choses qui sont correctes, eh bien, on peut rapidement sortir de cette spirale qui peut être perçue comme la spirale des pressions importantes. Donc, on en aura d'autres, des pressions. Je pense que ce n'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui, les pressions, même s'il faut en parler. Voilà. Je ne sais pas si… Ouais, moi, je vais essayer d'être en plus-value, parce que je ne vais pas reparler de ce dont tu as parlé. Il y a des pressions, effectivement, de toutes sortes, au niveau professionnel, institutionnel, etc. Mais bon, OK. Encore une fois, c'est une histoire de diplomatie, de rapport de force. Bon, il faut être capable d'établir le rapport de force. Si vous êtes tout seul, vous serez laminé, vous serez écrasé. Il ne faut pas être tout seul, en fait. Et c'est une des leçons de la vie de l'humain en général, quoi. On est des êtres sociaux, des êtres de lien, des êtres d'amour et de partage. Et on a besoin de l'amour des autres pour nous tenir. On a besoin d'un nous, en fait, bien structuré autour de quelques raisons d'être clés, quelques valeurs qui permettent à des individus d'émerger pour qu'ils donnent leur contribution au nous, justement, pour qu'ils ne deviennent pas des tyrans, des électrons libres fous, des paranoïaques, pervers, non, qu'ils soient en fait une étincelle individuelle au service de la raison d'être collective qui les protège. Et une des protections, c'est le droit, on en a parlé, Ludovic peut-être y reviendra, mais sur les pressions, je vais juste apporter quelque chose, c'est la pression qu'on se met à soi-même, qui est liée finalement à ces croyances limitantes à soi-même aussi, et puis à la réalité auquel on se confronte. C'est-à-dire, si j'ai un enjeu stratégique de pouvoir essaimer mon message, et ça rejoint une question qui a été posée, c'est est-ce qu'on ne fonctionne pas en cercle dans une communauté qui est fermée? Justement, il y a un enjeu stratégique à dire, est-ce que j'arrive à casser un peu les murs, à ouvrir? Alors, on a de la chance que la horde des SS dont j'ai parlé, en fait, passe son temps à reprendre des tout petits morceaux de vidéos, à les remettre pour dire ah, il a dit ça. Et donc, en fait, ils font de la pub tout seuls. Bon, bah, c'est super. Il n'y a même pas besoin, quoi. Ils ouvrent à la communauté autrement. L'autre chose, c'est d'avoir le courage d'aller parler avec l'autre. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc, mais il y a une vraie pression. Et au sein de Réinfo Covid, même, il y a des tensions, des pressions pour essayer de rester dans cette raison d'être. Et certaines interviews, moi, je les ai pas faites. Par exemple, on m'a proposé d'aller chez quelqu'un que je connaissais pas, qui s'appelle Vincent Lapierre, mais qui est étiqueté plutôt très à droite. Et donc là, on a dit, est-ce que c'est bien stratégique, entre guillemets? Et moi, j'avais cette idée qu'on peut parler à tout le monde, qu'on est dans un moment de résistance et qu'il faut vraiment que les cadres qu'on nous a donnés, les chiffons rouges qu'on donne d'habitude, tu sais, les médias, pareil, entretiennent des espèces de chiffons rouges dans lesquels on fonce comme des taureaux. Voilà, oh, les méchants arabes, oh, l'extrême droite, les méchants, je sais pas quoi, paternalistes, oh, l'extrême gauche. Et à la fin, ils passent leur temps à s'opposer les uns aux autres sans regarder qui est-ce qui leur impose ça. Alors que bon, la droite, la gauche, c'est la dialectique, quoi. C'est normal qu'il y ait les deux, c'est très bien, c'est les chaussures qui nous permettent d'avancer, quoi. C'est très bien qu'il y ait une tension entre les deux. Et chacun est plus proche d'un courant ou de l'autre. Et finalement, quand on travaille sur le réel et pas sur l'idéologie, on se met ensemble, comme dans le municipalisme libertaire de Bouchkine ou des choses comme ça, ben on prend la réalité, et puis on travaille ensemble. Puis là, celui qui est un peu à droite, celui qui est un peu à gauche, celui qui est très à droite, très à gauche, mais ils vont se retrouver pour essayer de faire quelque chose et se donner des idées les uns aux autres. Et que peut-être il y a en fait beaucoup plus de choses qui les rapprochaient que de choses qui les séparaient, mais qui vont se nourrir l'un l'autre pour réussir à justement faire une raison d'être commune. Mais bon, là, ça va sur le plan politique. Mais pour dire qu'il y a une pression intérieure qu'on se met sur qu'est-ce qui va être perçu et quelle est la doxa dominante. Donc ça, c'est vraiment compliqué à arbitrer. Donc nous, on essaie de l'arbitrer de manière collective, en fait, collégiale. On a un cercle stratégie. Et moi, je leur soumets, quand j'ai des doutes, quand je ne sais pas si je dois y aller ou pas, si on en parle en fait ensemble. Par exemple, je suis allé à deux choses. Je suis allé chez quelqu'un qui s'appelle Salim Laibi, quelqu'un d'extrêmement gentil, en fait, qui est dentiste à Marseille, qui est vraiment plutôt clairvoyant, qui voit plein de choses que je n'avais pas vues, et qui on a eu des discussions tout à fait passionnantes. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, le fait d'être allé chez lui, dans tous les médias, ensuite, il y a marqué Fouché, aller chez Salim Laibi, donc chez Soral, donc chez Dieudonné, donc n'importe quoi. Mais ça existe quand même. Donc, voilà, cette calomnie-là, on ne peut pas en faire l'économie non plus, quoi. Pareil, Fouché, aller chez Casas Novas, un druide fou qui met les gens dans l'eau froide, je ne sais pas quoi. Bon, ok. Moi, ça me fait rire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils en restent à ça.
Et donc, c'est quelque chose, ce type-là de pression venu de la doxa dominante, il existe aussi. Moi, j'ai aussi partagé, comme vous, l'expérience de pression. J'ai dû démissionner de fonction que j'occupais dans une fondation financée par l'État parce qu'on m'a fait comprendre que parier les autorités à ce point pouvait avoir des conséquences. Moi, je l'ai vu venir, donc j'ai préféré tirer ma révérence pour ne pas compromettre une structure qui me tenait à cœur. Mais moi, j'ai un autre combat là-dedans. C'est que le devenir d'un lanceur d'alerte, c'est d'être carbonisé. C'est ce qui se passe dans les fêtes. Donc on les applaudit, oh, génial, vous avez été héroïque, et puis après ils sont cramés pour le reste de leur vie. Et pour moi, c'est évident depuis le début que dès lors que je m'engageais dans ce combat, la responsabilité que j'avais vis-à-vis de moi-même, c'était de m'assurer de ne pas terminer comme ça. Mais ce qui implique d'être d'autant plus vigoureux et stratège dans le combat. Vous voyez ce que je veux dire? Juste une petite anecdote, j'ai un ami chilien qui s'est réfugié en France à l'époque du coup d'État militaire, dont le père était directeur d'une école d'ingénieurs, sympathisant de gauche. Et quand Pinochet est arrivé, il y a un général qui a été nommé à la tête de cette école. Ils ont gardé le père de mon ami, vu que le général ne savait pas comment faire fonctionner une école. Et là, ce père a vu tous ses amis se détourner de lui. Il a pris sa retraite assez rapidement. Il a vécu encore 30 ans et me dit cet ami, il est resté cloîtré chez lui. Il ne sortait plus. Tellement c'était douloureux de voir que tout le monde se détournait de lui comme un pestiféré. En fait, il était confiné. Vous voyez? Donc là, pour moi, il y a un enjeu essentiel, mais qui circule aussi dans notre solidarité, parce qu'on pourrait se laisser détruire de multiples manières, c'est de mettre en échec cette fatalité. Et ça se fait par cette mise en lien de cellules qui travaillent à un même but. Il y a une amie qui m'a récemment partagé la métaphore des cellules imaginales de la chenille. Tu la connais, Louis? C'est quand la larve se met dans son cocon pour sa transformation, il y a des cellules imaginales qui commencent à apparaître et son système immunitaire surréagit pour les détruire. Et puis à un moment donné, la production de cellules devient tellement fort que le système immunitaire ne peut plus les détruire et c'est ça qui permet la construction du papillon. Et je crois qu'on est vraiment des cellules imaginales. C'est ce que cet ami m'a proposé comme métaphore. Donc on est très combattu par le système immunitaire de la société invivable dans laquelle on est, mais en même temps, on a cette responsabilité de se mettre en lien pour pouvoir à un moment donné transpercer. Et ça implique d'accepter qu'on est sous pression, d'accepter la manière dont ça peut nous affecter, mais aussi de décider intérieurement et de mettre tous les moyens à disposition pour ne pas se laisser détruire ou arrêter par ça. Moi, je réagis sur ce que tu dis, enfin, par s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, mais je crois que c'est une des clés de cette crise et de la transmission de l'information aussi. En psychologie sociale, on dit que ce que vous pensez, ce n'est pas tellement ce que vous ressentez ou ce que vous avez au fond du cœur. Non, c'est des tickets d'entrée sociaux. Ça vous permet de rentrer dans un groupe social. D'ailleurs, quand vous dînez avec un ami qui est un peu plus à gauche, vous êtes un peu plus à gauche. Quand vous dînez avec un ami un peu plus à droite, vous êtes un peu plus à droite. Avec des copains écolos, vous êtes un peu plus écolo. Et en fait, tout ça, ça vit en vous et ça va, en fait. C'est correct, quoi. Tant que vous êtes en lien. Et là, il y a une espèce de convocation par la fausseté, l'imposture qui est révélée à tous les étages, en fait, à dire, mais cette société dans laquelle je vis est basée sur des mensonges. Et si vous commencez à le dire trop fort, vous êtes exclu de cette société. Vous êtes mis au banc. Et ça, c'est extrêmement douloureux parce que vous vous retrouvez comme le spationaute à qui on a coupé son truc et il se retrouve à voguer dans l'hyperespace, dans le froid. Et là, le cauchemar de tous les enfants qui ont vu des films de spationautes, en tout cas de moi, quand ils étaient petits, c'est d'être perdu dans l'hyperespace et de mourir de froid et de faim et de soif dans sa capsule isolée. Et qu'en fait, ça, c'est insupportable. Il y a des gens, ils préfèrent faire semblant que le masque, c'est génial dans la rue, que ouais, les enfants, c'est normal qu'ils soient masqués, etc. Alors même qu'ils perçoivent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça frotte. Ils préfèrent faire semblant que c'est très grave, qu'on va tous mourir, alors même qu'ils perçoivent bien que ce n'est pas ce qui se passe dans les rues. Parce que ça leur permet de rester en lien avec leur société. Et qu'ils préfèrent ça. Ils préfèrent la parité à la vérité. Ils préfèrent rester en lien. Et donc, ça veut dire, si on veut pouvoir donner notre vérité, il faut créer une autre parité. Et cette parité, regardez les communautés qui sont autour de nous. Des gens qui sont lumineux, gentils, bienveillants, qui cherchent le bien commun, cherchent la vérité, parfois de manière hasardeuse, parfois de manière... Voilà, et puis on ne la trouvera pas, mais ce n'est pas grave. Et qui forment un nouveau groupe social qui n'a plus du tout les mêmes étiquettes que ceux qu'on donne. On n'est pas rassuriste, hypnotiste, je ne sais pas quoi, de gauche, de droite. En fait, on est des gens qui cherchons à aller vers de la paix, de la liberté, de la fraternité et de l'égalité.
slogan français est très très beau, quoi. Je veux dire, il y a pas besoin de chercher beaucoup d'autres choses, quoi, pour unir des gens. Pas besoin d'inventer l'eau tiède. Et l'image que j'ai, moi, tu parles de l'imago, enfin du papillon, et moi, c'est qu'il pleut, quoi. Il pleut très fort. Puis il y a des gens qui regardent la pluie qui tombe et disent, mais ouais, ça pleut, mais ça va s'arrêter. Puis, non, il pleut vraiment beaucoup, quoi. Il commence à y avoir de l'eau au niveau des pieds et tout ça. Puis il y en a qui disent, oh, on va arrêter la pluie. J'en fais partie. On essaie de mettre des parapluies et des trucs, mais bon, on sait que c'est complètement illusoire. Il continue de pleuvoir encore plus fort de toute manière. Mais c'est pas grave, ça permet à d'autres là de construire un bateau. Ils sont en train de construire un petit bateau. Puis il y a des gens qui se retrouvent avec de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée et puis ils sont au premier, ils disent, oh, bon, ouais, plus de rez-de-chaussée, mais enfin, je peux bien vivre sans, hein, ça va. On ramera dans la rue, je ramais déjà avant, bon, là, un peu plus, un peu moins. Et, euh, et puis ils se disent pas qu'ils vont partir chez eux, non, non. Pendant ce temps, les autres, ils construisent le bateau, ils commencent à monter dedans. Hein. Et à se dire, oula, ça monte quand même là. Puis l'eau monte encore, puis il y en a qui vont accepter qu'il y ait des multinationales qui leur vendent une bouteille et qui disent, ouais, non, c'est bon, vous pouvez vivre comme ça, juste si vous avez le bon abonnement, vous aurez la bonne bouteille d'oxygène quand il faut, ça va. Hein. Et donc, ils sont avec leur bouteille d'oxygène en train d'essayer d'aspirer quelque chose en lâchant du cash toute la journée à des mafieux, et parce qu'ils pensent qu'ils sont encore chez eux. Mais ça y est, c'est le déluge en fait. Et là, ce qu'on est en train de construire, c'est une arche de Noé dans laquelle les gens embarqueront ou pas, en fait. C'est pas grave. Ils embarqueront au début ou ils s'accrocheront au bastingage au dernier moment. Et puis on les emmène vers une terre qui existe déjà, en fait, là-bas. Il y a une île avec un rameau d'olivier, une colombe. Il y a la paix. Et il y a quelque chose de beau à faire. Et en fait, ça existe déjà. Les gens ont expérimenté dans les ZAD, dans les écolieux, voilà, dans la permaculture, dans tous les champs de la société, dans la monnaie libre, la june, etc. Les gens ont déjà expérimenté autre chose, dans l'éducation en conscience, dans le partage du pouvoir, etc. On a déjà des idées en fait sur comment faire. Et donc ça existe déjà. Voilà, c'est ma métaphore, moi, de l'arche de Noé. T'as pas ton micro, Xavier? Pardon. Je disais, on va juste prendre une ou deux dernières questions avant de conclure. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si jamais la liberté d'expression disparaissait petit à petit et si les vrais journalistes disparaissent aussi. Alors moi, on me reproche assez souvent de ne pas être de formation journaliste, mais comme je dis souvent, je suis avant tout analyste et ça m'a permis de comprendre et d'essayer de comprendre. Je pense que dans le journalisme, il y a un double mot et il y a le mot jour qui veut dire regarder l'actualité au jour le jour, et il y a le mot analyse qui est pour moi beaucoup plus important parce qu'interpréter ce qui se passe et essayer de comprendre, d'en tirer les leçons, et c'est beaucoup plus important. Je ne pense pas que le métier de journaliste soit en train de disparaître, mais il va être en transition. Et c'est pour ça que je prenais la métaphore du monde de l'aérien. Les pilotes de Ryanair sont des pilotes qui sont aussi qualifiés que les pilotes d'Air France. Et le papier n'a pas disparu, donc il y a plein de choses fondamentales dans la société qui n'ont pas disparu. On aura toujours besoin de journalistes. Ce qui va être très important, c'est de réinventer les codes de ces métiers, de réinventer la déontologie qui va avec et de s'assurer qu'il y a que quand on dit que l'information doit être indépendante et autonome, de s'en assurer. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans certaines industries, on a mis en place des régulateurs. Le monde de la presse est un monde qui est totalement non régulé, comme les marchés financiers. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2008 avec les marchés des subprimes, qui étaient des marchés non régulés. La non-régulation a entraîné un certain nombre de problèmes. Je ne dis pas qu'il faut réguler le monde de l'information, loin de là. Par contre, bien respecter le code on va dire, de Munich, la charte de Munich, c'est vraiment important, tant dans la notion d'indépendance que dans la notion d'autonomie. Et tant qu'un journaliste ne comprendra pas que l'indépendance financière lui assure, l'autonomie lui assure l'indépendance d'esprit, et qu'un moment ou un autre, pour avoir de l'autonomie, il faut gagner de l'argent. Je pense que c'est vraiment important de se poser cette question-là. C'est un petit peu comme la santé. Est-ce que la santé, c'est un coût ou c'est un investissement dans l'humain? Si jamais on est en bonne santé, on aura moins de coûts derrière. Donc, dans ce que tu décrivais, les nouveaux modèles, je pense que le processus éducationnel du monde des journalismes, du monde de l'information est forcément à questionner, mais tout n'est pas à jeter. Voilà. C'est comme partout, il y a toujours eu de bonnes personnes avec de bonnes intentions. Quand on essaye de bien faire son travail et qu'on va jusqu'au bout et qu'on n'est pas biaisé, qu'on n'a pas de biais d'information, on arrivera toujours au bout, à la conclusion. Et je pense que c'est ça
la réalité, c'est que tout n'est pas à jeter dans ce monde-là. Vous voulez qu'on fasse un petit tour pour conclure? Allez. Alors, juste, Louis, vas-y. Ludo, Ludo. Juste si je peux rajouter un petit point qui me semble important sur le plan juridique, parce que j'ai vu un petit peu dans les questions, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces censures, etc. Alors tout à l'heure, je parlais de regroupement, de collectifs, etc. Et je pense qu'il y a un volet sur le plan pénal qui est intéressant à appréhender dans le cadre de ce collectif, et j'en terminerai par là, c'est que le délit d'entrave à la liberté d'expression, il est prévu par le Code pénal. C'est l'article 431-1 du Code pénal qui vous dit bien que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion et de manifestation est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je pense qu'il serait intéressant, ou à un moment ou à un autre, de soumettre un dossier comme ça de grande ampleur au juge pénal. Et j'en terminerai par là, si c'était pour répondre à une question qui me semblait importante parmi ces... Quelle belle lumière d'espoir, Ludovic. Je crois qu'on peut lancer un appel peut-être à colliger tous ceux qui ont été censurés, tous ceux qui ont fait l'objet d'attaques en bande organisée sur le net, parce qu'il nous faut un gros dossier. Ça va être bien. Je reprends moi une des autres questions, là, puisque tu avais pris une question. C'est Véro qui demande, faut-il désobéir au gouvernement? Poser une question, c'est déjà y répondre. Je passe la parole. Dominique. Oui, merci. En conclusion, moi déjà, je vous remercie pour ce délicieux moment passé ensemble, mais je crois vraiment que ça illustre le fait que dans toutes les professions, dans tous les ordres de compétences, et notamment tous ceux qui sont extrêmement négligés ou méprisés de nos jours, moi, une des choses qui m'effraie dans l'évolution de la société, c'est ce message qu'on envoie à tant de personnes qui ne font rien, qui ne valent rien, qui ne peuvent rien apporter, qui ne comprennent pas bien. C'est tellement dénigrant de la réalité de la richesse humaine, et que quelqu'un sans la moindre formation peut m'apprendre quelque chose à moi qui ai des années de formation intellectuelle. Ça ne change rien, ça dépend de quel plan d'existence on parle. Et la seule chose qui compte, c'est notre bienveillance, notre détermination à construire un monde plus juste et qui en vaille la peine, hein, de penser à l'avenir et à long terme. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été un des premiers à me profiler, en tout cas en Suisse, où je suis encore à peu près seul. Alors, les Français, vous êtes plus grande gueule, donc il y a quand même des cartes à jouer, il y en a qui se profilent, mais ça ne se bouscule pas au portillon. Donc ça fait du bien de voir des visages apparaître et voilà, participer à l'effort collectif. Mais c'est important qu'on continue à nourrir, à stimuler des vocations. Louis a une très belle expression, c'est le temps où chacun peut devenir un héros à son niveau, là où il habite, avec les cartes qu'il a en main. Et puis, voilà, maintenant qu'on voit apparaître les ordres de compétences, de fédérer ça. Parce que Dieu sait si les constitutionnalistes et les avocats nous ont manqué. Les constitutionnalistes, ils n'ont rien dit. Ça fait presque une année qu'on piétine le droit constitutionnel. À part une commission du barreau de Paris, on n'a à peu près entendu personne. Donc, never mind, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les compétences arrivent, qu'on les fédère, et puis là, on a une force de frappe. Parce que, une autre chose que Louis, tu vois, je t'écoute très attentivement et je suis très preneur de tes propositions, que tu disais qui me paraît très juste, c'est qu'au fond, toutes les dictatures se sont toujours imposées sur la base d'un fantasme délirant, mais qui était désirable. On va créer le paradis des travailleurs, on va rétablir l'Allemagne dans sa puissance de race. Il y avait toujours un fantasme positif, même délirant, et dans la dérive dans laquelle on est, il n'y a rien de désirable pour qui que ce soit. À part ceux qui veulent tellement tuer la vie en eux et se robotiser au point de ne plus rien sentir, et les circonstances qu'on traverse donnent envie de se dissocier et de ne plus rien sentir. Mais c'est un monde de mort, c'est un projet mortifère. Et tout ce qui est vivant là-dedans est un antidote naturel. Donc nous avons à faire vivre ça ensemble. Merci Xavier pour l'invitation et à vous tous pour vos contributions qui vont cheminer en moi. C'est comme ça aussi qu'on grandit, c'est de se nourrir, de s'ouvrir à la réception de la parole de l'autre, de la laisser cheminer en nous et puis de continuer à grandir. C'est-à-dire qu'après une séance comme celle-là, je ne ferai plus tout à fait le même qu'avant. Et c'est comme ça qu'on est soi-même dans sa transformation de vie. Mais on a tous besoin de ça, on a tous envie de ça. Donc tous ceux qui sont en panne au bord de la route,
qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ne se sentent pas qualifiés, parce qu'ils sont perdus. Il y a un moment donné où ils vont préférer nous rejoindre que le programme complètement mortifère qui leur est proposé. Donc voilà, merci pour ça. Je continue à garder envers et contre tout un certain optimisme, même si en regardant autour, c'est une monstre merde. Mais voilà, moi je suis convaincu que les délires aussi graves que ceux dans lesquels on est ne peuvent pas tenir dans la durée. Que c'est 3 semaines, 3 mois, 3 ans, on ne sait pas. Mais de toute manière, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à se battre pour une juste cause et se battre dans le sens noble du terme, pas dans le sens agressif ou mesquin. Donc, merci pour cette invitation et pour tout ce que vous faites vivre en moi. Ça me donne envie de continuer et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres aventures. Merci Jean-Dominique, merci Louis. Je vais juste vous donner 3 petits mots de la fin. La première des choses, c'est moi je suis à titre personnel, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Donc déjà, je ne vous connaissais pas il y a un an, et déjà ça prouve qu'il y a encore des gens qu'on peut rencontrer sur cette planète et que c'est comme ça qu'on va avancer. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, qu'en allant vers son prochain, même si jamais on est en virtuel et que ça serait plus sympa d'avoir un verre de vin à la main et de discuter entre nous, l'humain est vraiment important. La deuxième chose qu'il y a, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des milliers de personnes au travers de cette aventure. Et des personnes qui sont de tous bords. Et ce qui m'a, moi, le plus marqué, c'est les petits groupes de travail que j'ai à droite et à gauche, qu'on a montés, ces collectifs citoyens dont tout le monde dit « Ah, mais c'est des usurpateurs, qui c'est, on ne sait pas qui c'est ». En fait, la personne lambda qui vient donner de son temps, il n'a pas forcément envie de dire qui il est. Ça peut être un docteur, un éminent professeur. À la limite, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est sa contribution à l'instant T, ce qu'il amène. Il peut être blanc, noir, arabe, juif, tout ce qu'on veut, de toutes les confessions. Le problème n'est plus là, c'est que l'objectif, quand il est de travailler vers la bienveillance, et j'ai vu des gens s'unir alors que dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, ils ne se seraient jamais unis. Je l'ai vu écrit sur des trucs en disant « Tiens, tu sais quoi, j'aurais jamais pensé que je parlerais avec quelqu'un comme toi un jour. » Parce que ça m'était impensable. Parce que Donc, ce qui veut dire que cette crise, elle a quand même donné une énorme opportunité de rabattre les cartes. Et moi, je tiens à dire merci à tous les gens avec qui on travaille. Je pense que tu as à peu près la même expérience, Louis, avec Info Covid, c'est cette énergie qu'on peut avoir. Moi, je ne dirai jamais assez merci au collectif citoyen, à tous ses membres, sans les mentionner, mais chacun se reconnaîtra et tous ceux qui viendront nous rejoindre parce qu'il y a encore plein de choses à faire. D'accord ? Que ce soit dans Réinfo Covid, que ce soit dans toutes les initiatives, il faut que chacun s'y retrouve de manière à construire le monde dans lequel on va vouloir aller. D'un point de vue et de l'information, d'un point de vue de la réinformation, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la santé sociétale, d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue de la santé de la planète. Et c'est vraiment ces thèmes-là qui m'ont porté et qui continueront à me porter au travers de ça, malgré tous les problèmes que l'on peut avoir. Moi, je suis comme Jean-Dominique, je suis optimiste, et même si jamais il faut être réaliste et se poser toutes les questions, et on continuera. Et je finirai en utilisant une phrase que un grand journaliste avait dit, mais qu'on m'a renvoyé à Noël, en me disant on essaye de racler la plume au fond de la plaie en ayant question à tout. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est se poser toutes les questions et essayer d'y répondre. Voilà. Donc ça, c'est mon mot de la fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait partie de cette émission. J'espère qu'on en fera d'autres. On verra le feedback qu'ont les lecteurs. Et juste Jean-Dominique, c'était une idée de Louis Fouché. Donc, j'aime bien rendre les idées. Nous, on a juste, on va dire, hosté cette réunion. Je voulais aussi dire merci à Humbert qui est resté tard ce soir pour nous aider à faire le live. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt sur la chaîne de Réinfo Covid ou de Jean-Dominique Michel ou de François. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.